à une nouvelle leçon du 3e chapitre du cours pour programmeurs en Java. Alors, ce cours est intitulé « Gestion de la mémoire ». Alors, avant d'entamer ce cours-là, donc il y a 2 ou 3 choses sur la gestion de la mémoire que chaque programmeur Java devrait savoir. Alors, en principe, lorsque vous préparez un programme, n'importe quel programme dans le monde entier, ce programme, il gère des cases mémoire, donc il ne fait que gérer la mémoire. Alors, il y a 2 sortes de mémoire. Il y a la mémoire volatile, qu'on appelle la mémoire RAM, et il y a les mémoires de masse, qu'on appelle le disque dur, ainsi de suite. Alors, généralement, tout se passe au niveau de la mémoire volatile, la RAM. Donc, c'est là où les variables sont déclarées, c'est là où il y a des réservations de mémoire, et bien sûr, il y a des programmes qu'on insère pour pouvoir gérer ces cases mémoire. Alors, pour mieux comprendre tout ça, on va prendre un petit programme très simple qui calcule la somme de 2 chiffres. Alors, pour pouvoir calculer la somme de 2 chiffres, il va nous falloir réserver en mémoire 2 ou 3 cases. Dans un premier temps, on va faire un petit exemple avec 3 cases. Et puis, on va voir comment faire, bien sûr, pour pouvoir récupérer de la mémoire et en avoir que 2. Pourquoi? Parce que le souci majeur d'un programmeur, c'est le fait, bien sûr, de pouvoir gérer sa mémoire le maximum possible. Il ne faut pas oublier que tous les logiciels qui sont lancés au niveau de la machine se lancent au niveau de la mémoire. Donc maintenant, votre programme qui allait être lancé, c'est un programme en plus qui allait se lancer au niveau de la mémoire, qui allait réserver des cases mémoire. Et bien sûr, la mémoire n'est pas infinie, c'est-à-dire qu'elle est toujours limitée. Même si vous avez une très bonne mémoire, une très grande capacité de mémoire, vous risquez toujours d'avoir une saturation si vous ne savez pas gérer votre mémoire correctement. Alors nous allons commencer avec ce programme-là, et je suppose que nous voulons avoir un programme qui fait la somme, c'est-à-dire que nous allons prendre C, la somme de A plus B. Alors pour ceci, nous allons prendre notre mémoire RAM. Alors, RAM veut dire Random Access Memory. Au niveau de notre mémoire RAM, nous allons réserver 3 cases mémoire. Une case mémoire qu'on appellera C, une deuxième case mémoire qu'on appellera A, et une troisième case mémoire qu'on appellera B. Alors, sachez que, au niveau de votre programme, la mémoire n'est pas dédiée pour votre programme. C'est-à-dire que c'est une mémoire qui est dédiée à tout l'ordinateur et tous les logiciels qui y sont installés et qui sont exécutés, automatiquement, ils résident en mémoire. Maintenant, si vous faites démarrer une machine avec Windows, automatiquement, le Windows est démarré en mémoire. Donc, il prend une bonne partie de la mémoire. Lorsque vous lancez n'importe quel autre, le Java aussi, il prend en mémoire. Le Word, l'Excel et ainsi de suite. N'importe quel logiciel, il prend en mémoire. Et en plus de ça, le programme que vous avez conçu, lui aussi, il se lance en mémoire. Alors, vous avez C, case C, qui va encore recevoir le résultat, A et B. Alors, si je reprends cette formule-là, tout ce qui est avant le signe égal, et là on va rappeler un petit peu les cours précédents, tout ce qui est avant le signe égal, c'est le nom de la case mémoire. Tout ce qui est après le signe égal, c'est le contenu des cases mémoire. Donc maintenant, la formule veut dire que la case mémoire C va recevoir le contenu de la case mémoire A, ainsi le contenu plus le contenu de la case mémoire B. Alors, une fois que vous avez ce résultat, automatiquement, la case C recevra le contenu de A plus le contenu de B. Je suppose que vous avez un chiffre 7 ici, un chiffre 2 ici. Alors, C recevra automatiquement le chiffre 9. Alors maintenant, ça c'est une petite équation, c'est une petite application. Mais toujours est-il, on va essayer d'exploiter la même application pour vous montrer qu'on peut éventuellement économiser de la mémoire. Alors, on va reprendre le même exercice, sauf que cette fois-ci, au lieu d'écrire C est égal à A plus B, on va la remplacer par A est égal à A plus B. Autrement dit, je vais reprendre ma mémoire RAM, et au lieu de réserver 3 cases mémoire, on en réservera que 2, donc la A et la B.
Alors maintenant, regardez comment ça se passe. Alors, je reprends la deuxième formule, parce que la première, elle a été déjà traitée. La deuxième formule, tout ce qui est avant le signe égal, c'est le nom de la case mémoire. C'est-à-dire que la case mémoire A recevra le contenu de la case mémoire A plus le contenu de la case mémoire B. C'est-à-dire que dans un premier temps, si vous avez le chiffre 2 ainsi que le chiffre 3 ici, alors la case A, c'est ça, recevra le contenu de la case mémoire qui est le 2, plus le contenu de la case mémoire B qui sera 3. Donc autrement dit, à un certain moment, vous allez retrouver au niveau de la case mémoire A, il n'y a plus de 2, mais ça sera remplacé par un 5. Et comme ça, on aura économisé une case mémoire. Alors là, il s'agit d'un petit programme. Imaginez-vous maintenant si vous essayez de faire la même chose pour tous vos programmes. C'est très important. Alors maintenant, avis aux programmeurs, et surtout les programmeurs qui utilisent beaucoup les boucles. Lorsqu'on veut utiliser une boucle, par exemple, lorsque vous avez une dizaine de boucles au niveau de votre programme, alors essayez d'utiliser toujours la même référence. C'est-à-dire que si vous utilisez au niveau de la première boucle le i, gardez le i au niveau de toutes les boucles. Hein. À moins si maintenant vous avez des boucles qui sont imbriquées. Mais sinon, si vous avez des boucles séparées, gardez la même case mémoire pour pouvoir travailler en boucle. Alors maintenant, il y a des personnes qui travaillent autrement, c'est-à-dire que pour une boucle, ils vont déclarer le i, pour une deuxième boucle, ils vont déclarer le j, le k, et ainsi de suite. Et on va se retrouver avec plusieurs réservations de cases mémoire et automatiquement une saturation de la mémoire. Alors c'est des choses qu'il faut éviter. Vous avez eu quand même un exemple sur, bien sûr, la réservation en mémoire. Alors, on passe maintenant à la gestion de la mémoire. Alors, Java et la mémoire. La disposition en mémoire des objets dépend de la réalisation de la Java Virtual Machine. Effectivement, maintenant, lorsque vous appelez le compilateur Java Virtual Machine pour pouvoir compiler votre programme, c'est là où la Java Virtual Machine commence à réserver en mémoire les cases qu'il faut. Ainsi, elle opère avec les opérations que vous avez entre les cases mémoire pour ressortir le résultat que vous désirez. Ces détails sont complètement opaques pour le programmeur. Effectivement, on n'arrive pas à les voir. Qu'est-ce qui se réserve en mémoire, à quel niveau et tout ça. Donc c'est un petit peu plus compliqué que vous pouvez le prétendre. Pourquoi? Parce que vous avez votre mémoire, vous avez votre disque dur. Alors maintenant, actuellement, il n'existe pas d'utilitaire sophistiqué pour vous montrer à quel emplacement ça a été réservé, telle ou telle case, et ainsi de suite. Les références ne sont pas des adresses de mémoire, mais des handles qui sont résolus dans les adresses par la JVM. Effectivement, les références ne sont pas des adresses de mémoire. Et là, nous allons nous rappeler un petit peu les anciens langages de programmation, à savoir le C, le C++, qui utilisaient des pointeurs et qui, bien sûr, avaient des inconvénients énormes. Alors maintenant, au niveau de Java, on évite le fait de travailler avec des pointeurs, mais on travaille avec des handles qui sont résolus dans les adresses par la Java Virtual Machine. Alors, allocation et désallocation. L'instruction new de Java provoque l'allocation d'une zone de mémoire sur le heap de la Java Virtual Machine. Effectivement, je reviens à l'exemple qu'on a travaillé tout à l'heure, l'exemple qui faisait la somme de deux chiffres. Alors maintenant, le A, le B par exemple, pour pouvoir les déclarer, donc on écrit par exemple int A ou new et ainsi de suite. Mais lorsqu'on insère la commande new, automatiquement une réservation se fait sur place pour, bien sûr, l'identificateur que vous avez spécifié. Alors, et après, on va la faire aussi pour le B. Et chaque fois qu'on en retrouve un new, ça veut dire que c'est une nouvelle réservation qui allait être faite au niveau de votre mémoire. Une zone allouée maintient une référence count. Tout à fait normal. Alors, tant que la zone est allouée et qu'il y a des informations à l'intérieur, vous avez une référence count. Et sur cette base, c'est-à-dire sur ce compte-là, qu'on va savoir est-ce que c'est une case mémoire qui est toujours exploitée ou c'est une case mémoire qu'on peut éventuellement libérer.
Parce qu'après, bon, tout de suite on va le voir, il y a une méthode qui va nous permettre de gérer un petit peu la mémoire pour pouvoir bien sûr avoir le maximum d'espace, de gagner le maximum d'espace. Et pour ceci, donc c'est la référence compte qui allait nous permettre de faire bien sûr un test sur la case mémoire elle-même pour savoir si elle est pleine et exploitée ou pas. Une zone peut être recyclée quand sa référence compte est égale à 0. Alors là, je fais référence toujours à la référence compte. Tant que la référence compte est différente de 0, ça veut dire que la case mémoire, elle est pleine et elle est exploitée. Alors maintenant, si la référence compte est égale à 0, ça veut dire que c'est une case mémoire qui est réservée, mais qui n'est pas exploitée. Donc, autant bien sûr gagner cet espace mémoire pour pouvoir bien sûr gérer correctement l'espace RAM. Alors, garbage collection ou ramasse-miettes. Alors, garbage collection ou ramasse-miettes, le garbage collecteur est responsable du recyclage des zones qui ne sont plus utilisées. Alors maintenant, en faisant référence sur le compte, sur la référence compte des zones mémoire. Alors, si vous voulez bien sûr pouvoir exploiter correctement la mémoire et optimiser cette mémoire-là, il faut de temps en temps, si ce n'est pas à plusieurs reprises, lancer le garbage collecteur ou le ramasse-miettes. Alors, ce ramasse-miettes, qu'est-ce qu'il fait au juste? Il va aller au niveau de chaque réservation mémoire et voir sa référence compte. Alors, si le référence compte est égal à 0, automatiquement, il va libérer cette place-là. Mais attention, il y a des exceptions, on va les voir tout à l'heure. Parfois, on a besoin de libérer, parfois, on a besoin de sauvegarder s'il y a une information et après libérer. Et tout ça, on va le voir. Mais toujours est-il, vous avez quand même la possibilité de pouvoir optimiser votre mémoire en analysant chaque réservation mémoire, si la référence compte est égale à 0 ou pas. Sa réalisation n'est pas réglementée par les spécifications de la machine virtuelle. Effectivement, ça ne dépend pas de la machine virtuelle, mais ça dépend bien sûr du langage Java lui-même qui lance de temps à autre, bien sûr, ce garbage collector. Toutefois, il y a des choses qu'un programmeur doit savoir. Alors, avant de pouvoir libérer ou d'optimiser la mémoire, il y a des choses, auxquelles il faut faire très attention. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de libérer, comme vous avez la possibilité de récupérer avant de libérer. Et ça, il faut savoir. Tout dépend maintenant du programmeur et de qu'est-ce qu'il veut faire avec cet emplacement mémoire. Alors, méthode finalise. La classe object déclare la méthode protect void finalize throws throwable. En principe, c'est une méthode intermédiaire. Elle est appelée par le garbage collector avant de désallouer définitivement un objet. Alors, finalise, il récupère le contenu de la place mémoire. Alors que maintenant, le garbage, qu'est-ce qu'il fait? Il libère. Alors, automatiquement, maintenant, si vous voulez travailler d'une manière très professionnelle, il faut faire appel à cette méthode-là, qui d'abord doit récupérer, parce qu'en cas de problème, vous devez récupérer vos données, et puis libérer. Maintenant, si vous êtes sûr de vouloir libérer et que vous savez que cet emplacement mémoire, vous n'en avez plus besoin, vous utilisez directement le garbage collector avant, sans pouvoir utiliser la méthode finalize. Alors, libérer la mémoire. Alors, on veut optimiser l'utilisation de la mémoire. Alors, première mesure, libérer les zones occupées dès qu'elles ne servent plus avec la référence qui est égale à nulle. Alors, effectivement, première mesure à prendre, effectivement, c'est de pouvoir faire un tour sur toutes les réservations qui ont été faites par votre programme et voir est-ce que la référence compte de chaque réservation est égale à 0. Si oui, automatiquement les libérer ou bien récupérer avec la méthode finalize pour pouvoir bien sûr stocker ces informations. Ne pas réallouer. Allouer une nouvelle mémoire peut coûter un temps non prévisible. C'est-à-dire que, là, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Regardez. Le fait d'allouer une troisième case mémoire pour recevoir le résultat, pour moi, n'est pas très utile. Pourquoi? Parce que nous, le fait d'utiliser, c'est bien sûr, nous n'avons plus besoin des informations contenues dans A et dans B. Nous allons utiliser une des références que vous avez ici pour recevoir un résultat. Et à ce moment-là, on aura économisé
une classe, un emplacement mémoire et optimiser notre mémoire. Seconde mesure, allouer de la mémoire une seule fois et la réutiliser. Et là, je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure et au conseil que j'ai donné aux programmeurs, c'est-à-dire que lorsque vous êtes amené à faire du travail avec beaucoup de boucles au niveau de votre programme, évitez de chaque fois déclarer une case mémoire qui servira par exemple de compteur. Utilisez le même compteur. Si seulement, bien sûr, cette boucle-là ne sont pas des boucles imbriquées. Ces boucles-là ne sont pas imbriquées. Alors maintenant, si c'est des boucles qui sont imbriquées, il faut absolument que vous utilisiez d'autres cases mémoire. Alors maintenant, si ce sont des boucles qui sont indépendantes, autant utiliser un seul ou une seule case mémoire qui servira de compteur. Et là, il faut faire très attention à ça. Parce que chaque réservation, vous allez la payer très cher en termes de mémoire. Parce que sur le marché, on retrouve plusieurs types de logiciels. Alors, et parfois des logiciels qui font la même chose. La différence qu'il y a entre les logiciels, la première différence qu'il y a, c'est qu'un logiciel est plus rapide que l'autre. Alors, si un logiciel est plus rapide que l'autre, ça veut dire que les concepteurs de ce logiciel ont pris connaissance, bien sûr, de la gestion de cette mémoire et de l'optimisation de cette mémoire-là. Donc, c'est pour ça que vous le voyez très rapide. Évitez de continuer à réallouer des objets du même type. Effectivement. Maintenant, si vous avez des objets de même type et qui vont servir qu'une seule fois, autant les exploiter, comme on a vu au niveau de l'exemple de la somme de 2 chiffres. Out of memory error. Alors, le heap peut s'épuiser. Lorsque je parle du heap, en principe, c'est le heap de la Java Virtual Machine. Alors maintenant, si vous l'exploitez d'une manière très mal, à un certain moment, vous êtes limité par la quantité de mémoire que vous avez. Alors, vous pouvez l'épuiser. Alors, dans ce cas, la Java Virtual Machine, la JVM, lancera une erreur de type out of memory error. Et là, je pense que c'est une erreur qui est bien sûr familière des programmeurs. Donc, les programmeurs qui programment depuis très longtemps avec plusieurs langages de programmation, comme le C, comme le Pascal, le C++, à un certain moment, on retrouve des erreurs de ce genre-là, à savoir out of memory error. Alors là, c'est sûr que vous n'avez pas su gérer votre mémoire correctement et vous n'avez pas su l'optimiser. Alors maintenant, toujours est-il, parfois, ce genre d'erreur pour vous faire arrêter, planter votre programme, voire même planter votre machine. Alors, pour éviter ce genre de désagrément, et comme on l'a déjà vu au niveau des leçons précédentes, il y a lieu, bien sûr, de lancer ce qu'on appelle des exceptions, en capturant maintenant ces messages d'erreur, et bien sûr, en lançant un message d'erreur qui est programmé par le concepteur ou le programmeur pour ne pas faire planter la machine ou le programme. Alors, on peut même, si ce n'est pas fréquent, faire un catch ou une catch de cette erreur-là. Alors, vous vous rappelez maintenant de catch. Alors, catch, c'est une méthode qui allait nous permettre, bien sûr, de capturer l'erreur s'il y a lieu d'avoir cette erreur-là. Alors, automatiquement, une fois capturé, il faut produire un code qui allait pouvoir analyser cette erreur-là et sortir en l'occurrence, bien sûr, un message d'erreur qui allait permettre à l'utilisateur de savoir de quelle erreur il s'agit. Voilà, alors en principe, cette leçon prend fin. Si vous avez besoin d'avoir d'autres informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetio.